Le détroit d'Ormuz est une nouvelle fois au centre des tensions après une attaque attribuée à l'Iran et la riposte des États-Unis. Cette crise soulève une question majeure. Assiste-t-on à une escalade militaire ou à un rapport de force destiné à peser sur les négociations diplomatiques ? Retour sur les analyses et les enjeux de cette confrontation stratégique. On va faire un point donc sur ce qui s'est passé, le point sur ces frappes américaines et iraniennes. Avec vous d'ailleurs, Jordan Olivier, c'est pour la première fois depuis la signature du protocole d'accord. La tension, ça y est de retour dans la région, Jordan. Oui, Anne-Chloé, avec ces frappes menées par les États-Unis, vous l'avez dit, c'était hier soir. On va découvrir ces images. Vous en avez l'habitude désormais, ces images fournies par le CENTCOM, le commandement central de l'armée américaine, qui montrent ces frappes sur des sites iraniens. Ce sont les premières attaques depuis la signature de ce protocole de paix entre Américains et Iraniens. Elles ont ciblé ces frappes des lieux de stockage de missiles, mais également des rampes de drones et des sites de radar au niveau des côtes iraniennes. Suite à cet épisode, les gardiens de la Révolution ont annoncé cette nuit avoir mené à leur tour des frappes sur des cibles américaines présentes dans la région, annonce faite via des agences de presse proches du pouvoir. Les gardiens de la Révolution qui ont également condamné les actions américaines, affirmant que Washington avait violé ses engagements. Et de leur côté, les Américains annoncent que ce sont les Iraniens qui ont violé le cessez-le-feu. Oui, Anne-Chloé, en quelque sorte, on se rejette la balle, car jeudi déjà, un cargo avait été pris pour cible par les gardiens de la Révolution dans le détroit d'Ormuz. Son nom, le Ever Lovely, un porte-conteneur battant pavillon singapourien. Vous le voyez d'ailleurs ici, ce sont évidemment des images d'archives. Il n'aurait pas emprunté l'un des itinéraires privilégiés, ou en tout cas définis par Téhéran, mais un chemin alternative qu'on voit aussi ici sur ces images. Les routes iraniennes se trouvent un peu plus au nord, et c'est donc cette route qui a été empruntée par le cargo, qui a longé le golfe d'Oman et surtout les côtes omanaises. Il a été touché, endommagé par un drone. Il a finalement pu reprendre sa route sans encombre, mais cette action, c'est un moyen pour les gardiens de la Révolution d'envoyer un message fort aux Américains. Nous contrôlons toujours le détroit d'Ormuz, une attitude, vous allez le voir, dénoncée par Donald Trump. C'était lors d'un point presse à la Maison-Blanche. Écoutez. Je n'ai pas aimé qu'ils envoient un drone hier sur l'un de nos bateaux. En fait, ils en ont envoyé 4, mais on en a abattu 3. Un bateau qui coûte très cher. Il n'a pas été abattu, mais il est un petit peu abîmé. Ils ne doivent pas faire ça. Donc vous allez voir. Et on a vu, Donald Trump a répondu donc par des frappes, même si évidemment il y a une volonté du côté américain d'éviter une escalade. Et pendant ce temps-là, plusieurs centaines de navires sont toujours bloqués dans ce détroit d'Ormuz. Vous le voyez avec le logiciel Marine Traffic qui est en direct. Ces bateaux qui sont bloqués au niveau du détroit d'Ormuz, ils sont plusieurs centaines, même si l'Organisation maritime internationale a annoncé que depuis mardi, 115 navires et 2500 marins avaient finalement pu être évacués. Merci beaucoup Jordan Olivier pour ces précisions. Alors c'est vrai, quand il y a eu l'attaque de ce cargo, silence au début étonnant de Donald Trump, mais on l'a entendu, on vient de le voir justement à l'antenne. Hélène Bonnet, vous êtes à Washington, à la Maison Blanche. Il a fini par répondre, Donald Trump. Eh bien, le sentiment ici à Washington, c'est que Donald Trump n'avait pas vraiment d'autre choix que de répondre à cette attaque iranienne, car depuis plus de 24 heures, la presse américaine s'interrogeait sur le silence du président américain. Alors, il a d'abord commencé par poster un message sur son réseau social Truth pour dénoncer une violation du cessez-le-feu par les Iraniens. Et dans l'après-midi, dans le bureau ovale, face à la presse, il a dit qu'il n'aimait pas le fait que les Iraniens aient tiré sur un navire qui traversait le détroit, qu'il ne devrait pas faire ça. Et lorsqu'une journaliste lui a demandé s'il allait répondre à cette attaque, il a répondu « Vous verrez bien ». 1 heure plus tard, on a donc appris par le commandement central américain que des frappes étaient en cours contre l'Iran sur des sites de lancement de missiles, de drones et des radars côtiers dans le détroit d'Ormuz. C'est une réponse, a très clairement dit le CENTCOM, à l'attaque iranienne de la veille et à une violation manifeste du cessez-le-feu qui mettait la navigation en péril dans le détroit. Cette riposte, elle a été limitée dans le temps. On sent bien que Donald Trump ne veut pas jouer l'escalade, d'autant qu'en même temps, Israël et le Liban étaient en train de signer un accord sous la supervision des Américains, et Donald Trump ne veut pas faire dérailler son accord, il veut tourner définitivement la page du conflit en Iran.
Voilà, Hélène Bonnet, Morgan Pope, donc à Washington, à la Maison-Blanche. Claire Cambier, on le voit donc, représailles des États-Unis, représailles de l'Iran, des frappes sur les infrastructures. Ça, c'est important quand même de le préciser, autant du côté américain que du côté iranien. Oui, d'un côté comme de l'autre, on essaye d'éviter l'escalade, mais le vice-président J.D. Vance l'a souligné, on répondra à la violence par la violence. Alors, Donald Trump, au départ, vous le disiez, il a été assez lent dans sa réaction. Il avait même dit que c'était une violation stupide du cessez-le-feu. Bon, il se devait, disons, de répliquer, puisque l'enjeu, c'est l'ouverture sans frais du détroit d'Ormuz. On voit depuis des jours, depuis la signature du protocole d'accord, qu'il y a un désaccord, justement, sur ce sujet en question, avec la fin des frais pendant 60 jours, les 60 jours de négociation. Et les Iraniens assurent que derrière, il y aura des frais de service. Ils négocient avec Oman pour cela. La délégation iranienne s'est rendue d'ailleurs dernièrement dans le sultanat. Donc voilà, il y a vraiment un blocage sur ce sujet-là. Et pour le moment, les navires continuent à passer. Je voyais hier, il y a 29 navires commerciaux qui sont passés par le détroit. 42 jeudi, donc voilà, exactement. Ça continue. Et plus une cinquantaine aussi en début de semaine. Et ça met aussi en cause l'évacuation qui avait été instaurée par cet organisme des Nations Unies. Pour le moment, voilà, c'est en suspens le temps que la sécurisation soit un peu plus présente. Bélier Nabli, est-ce que ça veut dire que la guerre est relancée, ou c'est simplement, encore une fois, pour chaque camp, de montrer de toute façon qu'il a les moyens de faire pression et en effet quand même de relancer cette guerre à tout moment? Oui, c'est une séquence paradoxale parce que d'un côté, effectivement, il y a une reprise des hostilités très relative, mais qui est très significative. Elle ne signifie pas reprise de la guerre, elle signifie préparation des futures négociations. Je veux dire par là que le protocole d'accord qui a été signé a permis d'admettre ou de mettre en œuvre le retour du principe de liberté de navigation. Le principe est acquis, par contre les modalités, elles, ne sont pas fixées. Et les modalités, c'est la question des conditions en fait. L'Iran veut conditionner la liberté de navigation au paiement de frais et donc d'une certaine manière exercer une forme de contrôle sur le détroit, tandis que les États-Unis, à la fois veulent défendre et garantir ce principe de liberté de navigation, tout en assurant son effectivité. Mais en assurant l'effectivité du principe de liberté de navigation, ils exercent par là un contrôle aussi du détroit. Donc, tout simplement, derrière la séquence actuelle, il y a tout simplement l'enjeu du contrôle du détroit qui viendra s'imposer à la fois dans le cadre de la mise en œuvre du protocole et dans le cadre des négociations à venir, bien que le principe étant posé de la liberté de la navigation. C'est le seul point, Claire Cambier, dans cette phase de négociation. On rappelle quand même, ils sont entrés dans une phase de 60 jours, l'Iran et les États-Unis, pour négocier et parvenir à un accord final. Où est-ce qu'on en est dans les pourparlers? Et en effet, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus que ce point-là, le détroit d'Ormuz. Finalement, on sait que la question nucléaire a l'air d'être totalement écartée des pourparlers. Est-ce que c'est le cas? Non, il y a des négociations techniques qui sont en cours. C'est l'objet des 60 jours justement de négociations. Et la question du nucléaire est discutée actuellement. Mais ce qui est visible aujourd'hui, c'est cette question du détroit. Et donc c'est ce qui fait défaut actuellement. Ce qui a aussi un peu mis le feu aux poudres, c'est qu'il y avait cette semaine une réunion du Conseil de coopération des États du Golfe qui ont accueilli également les Américains. Et il y a eu un communiqué conjoint qui justement mettait en avant cette question du détroit. Dans le timing, il y a donc du coup cette réunion qui a eu lieu il y a 2 jours, je crois, et également l'accord entre Israël et le Liban. Oui. Qui exclut totalement le Hezbollah. Et là-dessus aussi, le but, c'est aussi d'évincer les Iraniens de cette question libanaise. Julia.
Oui, quand on voit que les États-Unis frappent ces sites de missiles, ces sites de drones, des sites de radars côtiers, je me demandais derrière si du côté de Téhéran, le pays et la ville étaient en mesure de reconstituer, j'allais dire, son stock d'armes, son stock militaire. On a vu que depuis le début, depuis 4 mois, il y avait eu un épuisement aussi, enfin une utilisation des stocks, que ce soit balistique par exemple ou de missiles. On sait par exemple que l'Union européenne interdit l'exportation vers l'Iran d'un certain nombre de composants utilisés dans la fabrication de drones, et cela depuis 3 ans à peu près. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, l'Iran peut reconstruire son arsenal militaire ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a sous-estimé précisément durant cette guerre la capacité iranienne à reconstituer le stock dont on avait estimé l'existence au début de la guerre. Donc il y a un problème du côté américain en particulier pour évaluer à la fois les stocks et la capacité à les reconstituer. Donc je veux dire par là qu'il y a une vraie résilience iranienne sur ce plan-là, et donc il ne faudra pas céder à une forme de naïveté en pensant que le cessez-le-feu, j'ose pas encore parler de fin de la guerre, le cessez-le-feu, même s'il devait perdurer, mettrait fin précisément à la capacité iranienne à reconstituer ses stocks balistiques et autres. Arlette. Petite remarque. Lundi, le président de la République va recevoir à Paris. C'est le premier voyage officiel du sultan d'Oman. C'est la première fois qu'il est invité à Paris. Et ils vont discuter de la sécurisation, de la proposition faite par la France et un certain nombre de pays de sécuriser le passage. Donc ça sera un petit moment à regarder, parce qu'on n'arrête pas de dire nous on est spectateurs, on propose, on fait rien. Là, ça va être intéressant de voir ce qui peut être discuté à Paris entre un président français qui est à l'origine de cette idée et le sultan d'Oman, et si les Omanais sont décidés à partager le magot, si je puis dire, avec les Iraniens, c'est-à-dire partager les droits de passage ou pas. La grande question sur cette opération qui est proposée par la France et la Grande-Bretagne, c'est la question de la sécurité dans le détroit. Tous les partenaires qui sont d'accord pour y participer disent nous irons une fois qu'il y aura la paix. Il y a notamment les Allemands qui ont aussi des chasseurs de mines qui pourraient être opérants dans le détroit. Mais c'est cette question de la sécurité dans le détroit, et on voit bien aujourd'hui qu'elle fait défaut. Donc quand est-ce qu'ils pourront agir ? C'est là la grande question. C'est intéressant parce qu'en fait, ça ouvre une brèche en faveur d'une dimension plus multilatérale. Parce que c'est assez impressionnant, cette séquence où on se retrouve avec un face-à-face irano-américain, comme si ce n'était qu'une question qui mobilisait les intérêts irano-américains, ce qui n'est pas le cas. On voit bien que nous sommes tous concernés. Donc une dimension multilatérale, mais en même temps, si Donald Trump lui-même a admis, parce que vous vous souvenez l'appel à l'aide entre guillemets qu'il avait lancé à un moment donné, c'est tout simplement parce que les États-Unis n'ont pas les moyens d'assurer cette sécurisation du détroit seuls, et que là pour le coup Français et Britanniques sont reconnus pour leur savoir-faire et leurs moyens en matière de notamment neutralisation des mines, et c'est l'enjeu de la sécurisation en question. En tout cas, le vice-président américain J.D. Vance, vous en avez parlé tout à l'heure, Claire Cambi, mais il met toujours la pression, notamment sur le réseau social X. Il dit que l'Iran avait signé un accord de cessez-le-feu. Nous l'avons respecté. S'ils ont des désaccords sur la mise en œuvre du protocole d'accord, ils peuvent décrocher leur téléphone. Voilà, maintenant, apparemment, ça se passe comme ça, mais la violence n'engendrera que la violence. Parce qu'il y a une cellule de communication qui a été mise en place avec le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis, une cellule qui normalement facilite la communication sur cette question du détroit, et donc oui, on l'appelait un peu le téléphone rouge du détroit d'Ormuz.